histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Quand Robert passe devant ma chambre, il s'immobilise et fixe mon plafond gris d'un air perdu. Manifestement, il contemple quelque chose d'invisible à mes yeux. Je lui envoie la main. Comme d'habitude, il ne me répond pas. J'aime mieux le saluer que l'ignorer. Nous ne sommes pas nombreux à lui porter attention ici. L'immense pièce d'homme qu'il est bloque tout mon cadre de porte. Son visage, osseux et concave, englobe ses yeux qui ne regardent jamais dans la même direction. 30 secondes plus tard, il poursuit son chemin dans le corridor en poussant un petit grognement. Au début, ce genre de comportement m'apeurait, mais après une semaine ici, je commence à m'y habituer. J'ignore le diagnostic de Robert, mais comme tout le monde ici, il ne va pas bien. Moi, je ressens un mal-être intense et imprévisible, et ce, plusieurs fois par jour. Un nuage noir s'acharne au-dessus de ma tête, et je pense à tous les comportements inappropriés que j'ai adoptés dans ma vie. Puis, quand je tente de me changer les idées, de les détourner de mon moi, de mon égocentrisme crasseux, mes réflexions s'orientent vers tout ce qui va mal dans le monde, aux poissons qui s'étouffent avec le plastique qu'on consomme et qu'on jette sans remords, aux corrupteurs, cet être abominable qui terrorise la ville de Québec en empoisonnant des citoyens, les forçant à réaliser des crimes horribles en échange de l'antidote, au type qui peut se payer un voyage dans l'espace pendant que des enfants meurent de faim partout dans le monde. Ces pensées me donnent l'impression qu'un monstre pénètre mes orifices de ses tentacules. Elles glissent sur mon corps et le compriment, écrasant mon cœur et ma gorge. Il devient impossible de respirer et la détresse prend toute la place. Et à ce moment-là, j'ai envie de mettre fin à mes jours. Pour chasser le monstre aux tentacules et le nuage noir, pour que la douleur cesse, pour que les pensées cessent, pour que ma vie cesse. Cette fois, j'ai avalé tous mes comprimés d'antidépresseurs. Ce sont les néons froids de l'hôpital qui m'ont accueilli à mon réveil. Après un lavage d'estomac, ils m'ont envoyé ici, sur l'unité psychiatrique pour ajuster ma médication. Ça fait plus de 6 molécules différentes que j'essaye. Citalopram, sertraline, Effexor, venlafaxine, paroxétine, fluvoxamine. Rien n'y fait. Ici, tout est gris et impersonnel. Il n'y a qu'une fenêtre et elle est dotée de barreaux. J'imagine qu'ils craignent qu'on se lance en bas. Si on n'est pas suicidaire en entrant, les envies de mort nous habitent à un moment ou à un autre lors de notre séjour. Les sandales de Madame Mongeau traînent à une vitesse légèrement plus rapide que d'habitude sur le plancher. Ses généreuses fesses se dandinent dans son peignoir rose vers le petit salon. Curieuse, je la suis. Il est 19h12. Robert regarde distraitement la télévision debout, les bras croisés. Une coulisse de bave s'échappe de sa bouche. Quelques autres patients s'amoncellent tout près. Certains assis sur des divans, d'autres par terre. La journaliste dans la cinquantaine affiche un air grave et commence. Nous devons interrompre l'émission en cours pour ce bulletin spécial. Aujourd'hui, le corrupteur aurait encore frappé. La victime et le bourreau de cette tragédie, Léon Holmes, résident de Québec, a enregistré sa confession et l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Le fichier audio dévoile que le corrupteur, après l'avoir empoisonné, lui aurait imposé le défi de tuer 13 personnes de moins de 13 ans à l'heure appropriée qu'il a interprétée comme étant 13h13, soit 13 minutes avant que le temps alloué de 24 heures au défi ne soit écoulé. 13 jeunes de l'école primaire Saint-Rosaire ont perdu la vie à bord d'un autobus scolaire qui aurait été volontairement jeté en bas d'une falaise en Gaspésie. Cette nouvelle me frappe de plein fouet. Le mal-être m'engouffre de nouveau. Le monstre aux tentacules s'en prend à mes jambes et me force à m'asseoir au sol. J'ai froid. Mon souffle est court et je cherche un ancrage quelque part. Mon regard hagard se jette dans tous les sens et, dans la panique, je crois voir les 2 yeux de Robert me fixer. Son regard recèle une forme d'intelligence normalement absente chez lui. Ses lèvres semblent prononcer « ça va aller ». Est-ce que je rêve ? Cette curiosité chasse mon sentiment atroce qui se transforme en fascination. Le monstre me quitte d'un coup. Robert détourne la tête. En me relevant, je tente d'étudier son faciès, mais ses iris pointant dans des directions différentes ne mentent pas.
J'ai probablement halluciné. Une préposée éteint le téléviseur et nous invite à nous occuper autrement. Normalement, on ne regarde pas les nouvelles ici, puisque plusieurs patients ont des délires de persécution. J'imagine que le bulletin spécial a pris le personnel de court. Mes pieds me mènent au poste d'observation des infirmiers. Je demande la clé pour l'étroite cabine téléphonique. On me déverrouille en me précisant que je n'ai droit qu'à 15 minutes. Je compose le numéro de Sophie, qui décroche après une sonnerie. « Émilie ?» Elle a probablement reconnu le numéro de l'hôpital. Je pousse un petit rire devant sa stupéfaction. « Salut Sophie, je m'ennuie ici. Au moins t'es en vie !» Pour moi, ce n'est pas un soulagement, mais je me tais. « Je me suis tellement ennuyée de toi, Milly. J'ai eu trop peur. Ça me tuerait si tu mourais. Tu le sais, ça ? Je suis désolée. Jure-moi que tu tenteras pas un truc con sur l'unité comme l'autre fois. » Le souvenir me frappe comme si c'était hier. Quand un patient avait reçu un visiteur, j'avais réussi à me glisser hors de l'unité et je m'étais rendue sur le toit de l'hôpital. C'est normalement verrouillé, mais la chance m'avait souri. Un concierge grillait une cigarette dehors et avait laissé la porte entr'ouverte. Je voulais sauter, mais le fumeur m'avait retenue au dernier moment. Je ne sais pas si je peux te promettre de rester en vie. Je ne sais pas comment dire, mais l'appel de la mort, je ne peux pas l'ignorer. Sophie pleure au bout du fil. Mon cœur se serre. Je sais qu'elle souffre, mais probablement pas autant que moi. Mon mal-être est si intense et fréquent que je n'arrive plus à le supporter. Milly, ils vont te guérir. Je ne sais pas si tu le sais, mais t'es une des personnes les plus importantes pour moi. Contrairement à plusieurs suicidaires, je sais que je suis aimée. Ça ne m'empêche pas de souffrir. Je t'aime aussi, ma petite roussette au miel d'amour. Promets-moi au moins de m'appeler avant de tenter quoi que ce soit. Je réfléchis longuement. J'aime beaucoup Sophie et je veux qu'elle se sente bien, si ce n'est que pour ce soir. De toute manière, ce n'est pas si simple de se suicider ici. Je lui donne ma parole avant de raccrocher. Je prends mes cachets pour la nuit, puis m'endors d'un sommeil forcé, après que le monstre aux tentacules m'a visité par 2 fois. Un psst me réveille. Je sursaute. Robert est dans ma chambre. Je ne le vois pas vraiment bien, mais c'est le seul sur l'unité qui a une carrure si imposante. « Émilie, il n'y a personne qui me traite comme un être humain ici à part toi. J'ai un cadeau pour toi. » chuchote-t-il. Robert parle. Sa voix est grave. Je suis estomaquée. Il me tend un contenant de médicaments et ajoute « Si tu avales tout ça, c'est sûr que tu meurs. Moi, j'aime ça, être ici et faire croire à tout le monde que je suis complètement légume. Toi, ce qui te rendrait heureuse, ce serait de mourir, pas vrai ? » Bouche bée. Je ne sais pas quoi dire. Robert parle. Robert est là, au complet. Il ment à l'équipe soignante pour demeurer ici dans ce trou à rats. C'est moi qui suis maintenant muette. Il s'empare de ma main droite et dépose le contenant avant de quitter la chambre à 4 pattes. J'ai en ma possession un moyen pour mettre fin à mes jours. Sous les couvertures, je déverse les gélules dans ma paume gauche. Leurs petites formes sphériques caressent ma peau. Une envie irrésistible de les enfouir dans ma bouche me parcourt le bout des doigts. Je tremble d'envie et ma main pleine de cachets s'approche dangereusement de mes lèvres. Mais je pense à Sophie. Si je n'avale pas les comprimés maintenant, peut-être que le personnel va les découvrir demain. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où les cacher, mais une promesse est une promesse. Mes ongles créent un minuscule trou dans mon oreiller pour accueillir les petites boules de mort. J'enfouis le contenant sous le matelas du lit vacant dans ma chambre. Appeler Sophie et mourir. Enfin, mourir enfin. Dormir m'est impossible. L'idée obsessive de ne plus exister me hante. À la première heure avant le déjeuner, j'appelle Sophie. Heureusement, elle ne décroche pas. Je l'ai tout de même appelée. Ma promesse est tenue. J'évite de laisser un message mélodramatique et me précipite à ma chambre. Mon cœur bat comme lors d'un premier baiser. Après tout, ce sera mon premier avec la mort. Mes mains tâtonnent frénétiquement mon oreiller. Un soupir de soulagement. Elle repose bien dans ma tête d'oreiller.
Sans hésitation, je les déverse toutes dans ma bouche. L'arôme sucré des framboises explose mes papilles gustatives. Les bonbons se dissolvent au contact de ma langue. Robert, salaud! Vous venez d'entendre Vivre pour mourir dans l'univers de la collection du corrupteur, une nouvelle inédite de Whitney Saintonge B. Narration Audrey Meyer, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.